Bonsoir à tous. Merci d'être à l'écoute de Radio Radio 106.8. C'est votre magazine de cinéma pour 35 mm de plus. Ce soir, j'ai toujours la joie d'être en compagnie de Pierre Cadar. Une joie partagée, bonsoir. La joie aussi d'être avec Frédéric Aublingre. Bonsoir. Que je salue. Je vais saluer aussi bien sûr Manu qui nous assure la technique comme toutes les semaines. Et Julien aussi qui s'occupe de la partie YouTube. Alors, au sommaire de cette émission, nous allons bien sûr rendre hommage à Tatsuya Nakadai. On n'a pas trop parlé dans les médias, mais c'est pourtant tout un pan de l'histoire du cinéma japonais, le dernier très grand acteur de l'âge d'or du cinéma japonais qui nous a quittés dans sa 92e année. Alors, au rayon DVD, Fred, il y aura du Hong Kong chez Carlotta. Oui, 2 films. The Island et Hong Kong 1940 de Po Ching Long. Voilà. Moi, je vais vous parler aussi des Amis d'Eddie Coy, un véritable chef-d'œuvre de Peter Yates qui sort pour la première fois en France en DVD et en Blu-ray. C'est grâce à Rimini Éditions. Donc, bravo à Jean-Pierre Vasseur. Et Pierre nous parlera alors d'un autre chef-d'œuvre qui est Le Locataire. De Roman Polanski. Qui ressort en Blu-ray chez Carlotta dans une très, très, très belle édition. Et on parlera peinture, Pierre, avec... Un mot cruel sur l'énigme Velázquez, qui est un film de Stéphane Sorla. Merci. Allez, on commence tout de suite avec Tatsuya Nakadai. Alors, immense acteur, très très populaire bien sûr au Japon, parce qu'il a été un petit peu l'égal de l'autre mastodon du cinéma japonais, qui était bien sûr Toshiro Mifune. Il a commencé sa carrière, c'est très intéressant, en faisant une apparition dans les 7 samouraïs. C'était vraiment prédestiné pour lui, puisque les 7 samouraïs est une date clé dans l'histoire du cinéma japonais. C'est le chef-d'œuvre absolu de Kurosawa et le grand film qui va lancer un petit peu la vague du Shambara. Shambara, je vous rappelle, le film de sabre japonais qui va donc connaître son âge d'or dans les années, entre le milieu des années 50 et le milieu des années 70, quasiment pendant 20 ans. Et il y aura énormément de films très importants qui vont être faits dans ce genre-là. Et puis, c'est un acteur qui était absolument capable de tout jouer, qui avait une palette de jeux qui était vraiment exceptionnelle. Il a été très bon dans des rôles de bons, comme il a été excellent dans des rôles obscurs, noirs. Et ça, c'était sa grande force. Alors, après cette petite apparition, en fait, il y a un réalisateur qui va beaucoup compter pour lui, c'est Masaki Kobayashi. Alors, Kobayashi, c'est un cinéaste japonais qui commence à être bien sûr connu en France, des amateurs de cinéma japonais, mais Kobayashi n'a pas la renommée, je trouve, encore de Kurosawa, par exemple, ou même des 2 autres grands cinéastes japonais qui étaient Ozu et Mizoguchi. Mais c'est, disons, l'un des très grands cinéastes japonais. Et il a œuvré particulièrement dans le film de Shambara. Et c'est avec lui qu'il va faire un nombre de films incalculables. Ils vont être très, très liés. Et même Tatsuya Nakadai tournera avec le fils de Kobayashi dans la dernière partie de sa carrière, parce que sa carrière s'étale quasiment sur 70 ans d'activité, ce qui est absolument énorme. Donc, il est né à Tokyo le 13 décembre 1932. Il nous a quittés là, dans sa 92e année le 8 novembre. Et donc, avec Kobayashi, il va faire une série de films qui sont tous exceptionnels. Alors, il y a un film qui est un mastodon du cinéma japonais qui s'appelle La Condition de l'homme, qui est un film fleuve qui dure plus de 9 heures, qui est une fresque vraiment incroyable, très très beau au niveau pictural, tout ça. Un film noir et blanc magnifique, qui est sorti d'ailleurs chez Carlotta. On l'avait chroniqué. On l'avait chroniqué ici, exactement. Mais disons que c'est surtout après, dans le film plutôt des années 60, où il va tourner toute une série de films incroyables. Déjà, Kurosawa va le rappeler dans Le Garde du corps, où là, il va être opposé, bien sûr, à Toshiro Mifune, et il est vraiment exceptionnel. Et puis, il va enchaîner avec Kobayashi des films incroyables. Je pense à Harakiri, qui est, à mon avis, l'un des grands films de Shambara. Il y aura aussi Rébellion, qu'il va faire avec lui, qui est un film
moins connu, peut-être moins facile d'accès, mais qui reste quand même une œuvre vraiment très très importante. Et surtout, après, il va tourner des petits films de sabre qui vont avoir une réputation auprès des cinéphiles, qui vont être reconnus par certains cinéastes. Je pense bien sûr à Tarantino ou à Coppola ou à George Lucas, qui ont beaucoup défendu le cinéma japonais. Je pense notamment au Sabre du Mal. Le film de Kiichi Okamoto, où il joue un personnage d'une noirceur absolue, qui est un film extrêmement sombre. Je pense bien sûr à Goyokin de Hideo Gosha, alors qui est plutôt là, sur le coup, un film en couleur. C'est très intéressant de voir la mutation un petit peu du style Shambara dans le film de Hideo Gosha, qui est absolument génial. Il va être aussi exceptionnel en rôle de policier dans Entre le ciel et l'enfer, le très grand polar noir de Kurosawa aussi, donc qui fait partie des films incroyables. Et il va même tourner dans la seule réalisation de Toshiro Mifune, qu'on avait aussi chroniqué, qui était sorti chez Carlotta, qui s'appelle L'héritage des 500 000. Donc les deux acteurs s'appréciaient visiblement très très bien, et il est aussi très très bon. La suite de sa carrière dans les années 70, il va continuer. Il va être dans toutes les séries importantes. Il va faire même une apparition. Enfin, il va jouer dans un Zatoichi en 1970, La légende de Zatoichi. Et puis dans deux autres films qui sont exceptionnels. Tout d'abord Les Loups d'Hideo Gosha, qu'on avait pu voir grâce à HK Vidéo, qui l'avait sorti dans une très belle édition en Blu-ray. Et puis alors ce film qui est toujours pas sorti en support physique en France, mais à mon avis qui finira par sortir peut-être chez Carlotta, il faut l'espérer, qui s'appelle L'Auberge du Mal, qui fait en 1971, qui est absolument génial aussi. Il sera aussi dans le film, dans le grand film, dans un autre thème important qui sont les films de fantômes, le thème des fantômes dans Kuidan de Kobayashi aussi. Qu'on a pu voir et qui était sorti chez Wallside et qui est un film génial. Et dans Bandit contre Samouraï, peut-être plus tardif parce que ça arrive en 78, donc on est vraiment à la fin de l'âge d'or du Shambara, mais il reste quand même excellent dedans. Tu voulais dire quelque chose? Oui, non, parce que tu ramènes un peu juste au film presque de Shambara en costume, alors que c'est un cinéaste, un acteur qui a, comme tu dis, une grande filmographie. Oui. Et il a tourné avec deux autres grands cinéastes, enfin Naruse, parce que dans les mélodrames de Naruse, notamment quand une femme monte l'escalier. Et puis là, depuis quelques temps, on redécouvre grâce à Carlotta, qui ressort à la fois en salle et en Blu-ray, des films de Kon Ishikawa. Et il a joué notamment dans Le Pavillon d'Or. Et il y a un film qui sort là bientôt, qui est assez rare, qui s'appelle Une étrange obsession. Une espèce de drame un peu antonionien comme ça, très très étrange, qui sort bientôt au cinéma. Peut-être que Carlotta le sortira ensuite en Blu-ray. Donc voilà, il a tourné aussi dans d'autres registres et ces cinéastes-là, on en a la preuve. Voilà, il fera encore des films de Shambara avec Kurosawa dans les années 80, parce qu'il sera dans Kagemusha. Et dans Han. Et comme je l'ai dit, il a tourné, si vous regardez sa filmographie, il est jusqu'en 2013-2014, il a tourné. Et au théâtre aussi. Et après, il a fait énormément de théâtre. Exact. Voilà, donc c'est vraiment une carrière absolument énorme. Un type qui avait l'air extrêmement sympathique, très respecté. Donc, et puis voilà, comme je l'ai dit, ça referme un petit peu quand même l'une des plus belles périodes de l'âge d'or du cinéma japonais, qui ont été le cinéma d'après-guerre. Il y a un style différent de Mifune en termes de jeu, d'expressivité, beaucoup plus subtil, moi je dirais, que Mifune. Oui, il avait une palette un peu plus large. Exactement. Il y a Takeshi Shimura, qui est un acteur plus ancien, mais qui est aussi un formidable acteur qu'on a vu chez Kurosawa, qui ont joué ensemble. Donc voilà, non, mais ça reste le trio, je dis les trois là. Hein. Puis il y a toutes les actrices aussi, bien entendu. Exactement. Voilà, donc Tatsuya Nakadai qui nous a quittés dans sa 92e année. Allez, tiens Pierre, on va commencer avec toi. On va ouvrir les DVD et tu vas nous parler d'un film que moi j'ai revu là et qui m'a remis une claque terrible. C'est Le Locataire de Polanski. Oui, c'est un film de Polanski qui a été tourné en 1976, production américaine, mais tourné entièrement en France et à Paris. C'est un film que j'avais vu à sa sortie qui m'avait plu.
Je l'ai revu maintenant dans la nouvelle copie que distribue donc Carlotta. Et je pense que c'est un chef-d'œuvre. C'est l'un des 4-5 meilleurs films de Polanski, qui a quand même un très beau palmarès avec lui. Il a fait plus de 25 films, quelque chose comme ça, plus des courts-métrages. C'est un film qui est très personnel. C'est un film qui est dérangeant, mais dérangeant comme tous les films de Polanski. Il faut rappeler quand même 2-3 points biographiques. Polanski est né à Paris, de parents juifs polonais, qui ont eu la mauvaise idée de retourner en Pologne à la veille de la guerre, et qui donc, la famille a été frappée totalement au moment de la Shoah. Polanski avait alors une dizaine d'années et a vécu toutes les horreurs du ghetto de Cracovie, tandis que ses parents étaient déportés dans des camps de concentration. Après la guerre, certains de sa famille proches sont morts, bien entendu, en déportation. Au lendemain de la guerre, il hésite un moment sur ce que va être son avenir, et on peut le comprendre, il essaie de revenir en France, ça ne marche pas, il revient en Pologne, fait des études finalement de cinéma, et commence à faire son trou aussi bien comme acteur que comme metteur en scène de courts-métrages. Puis il revient à Paris. Là, c'est le moment de la nouvelle vague. S'il participe à 1 ou 2 films, en particulier un film à sketch, mais ça n'accroche pas tout à fait. Et donc, il va en Angleterre et il se révèle avec véritablement les films qu'il tourne en Angleterre, c'est-à-dire Répulsion et Cul-de-sac. Puis, de l'Angleterre, il passe aux États-Unis. Et là, c'est véritablement là qu'il trouve sa place et ses plus grands succès, avec les premiers films qu'il y fait, c'est-à-dire le Chinatown, c'est-à-dire le Rosemary's Baby, qui aussitôt lui donne une renommée internationale. Et c'est alors, au mi-temps des années 70, qu'il revient en France pour tourner Le Pianiste, qui est l'adaptation d'un roman qui est un roman le nom m'échappe maintenant, mais ça va revenir tout de suite. Peu importe. Et qui est un film très personnel parce que on est dans un immeuble. Dans cet immeuble parisien débarque un employé qui est quelqu'un de très timide, modeste, qui est mal dans sa peau, on le sent tout de suite, qui essaie d'avoir la location d'un appartement. Roland Topor, bien sûr. Qui essaie d'avoir un appartement qu'il obtient finalement, mais il sent très vite la méfiance des voisins, il se sent observé et lui-même observe également ses voisins qui sont dans cette sorte d'immeuble où il a vu sur les toilettes qui sont communes, qui sont de l'autre côté de la cour. Et donc monte petit à petit une sorte d'angoisse parce que dans l'appartement qu'il occupe, la locataire précédente s'était suicidée et donc il va petit à petit, je ne raconte pas toute l'histoire, entrer dans la peau de cette locataire qui s'appelait Simone Schul, qu'il va voir d'ailleurs sur son lit d'hôpital et qui meurt peu de temps après, et qui il va petit à petit être une autre personne. Alors, raconté comme ça, on n'a pas du tout l'idée de toute la subtilité de la mise en scène, de tout le travail qui a été fait par Polanski, et qui est un travail tout à fait remarquable. Remarquable parce que c'est un superbe travail technique. Le film a été tourné à Paris, en extérieur, dans différents quartiers de Paris, mais en particulier dans des quartiers plutôt sordides, un peu populaires, vers Saint-Denis, ou totalement en studio, dans toutes les scènes d'intérieur, avec un remarquable travail qui a été fait pour reconstituer cet immeuble. Donc il y a un travail technique également, c'est la première fois qu'on utilise la Luma, c'est-à-dire le système de... la caméra est au bout d'une grue,
et sans qu'il y ait celui qui tient la caméra, puisque tout se fait à distance. Donc, il y a une innovation technique remarquable. Il y a un travail de photo de tout premier ordre. C'est Sven Nykvist, qui est le grand photographe de Bergman et qui a également une très belle carrière par la suite. Et il y a également un travail sur les acteurs qui est tout à fait de premier plan. Premier plan parce que c'est Polanski qui joue le rôle de personnage qui s'appelle Trelkowski, qui est d'origine polonaise mais naturalisée française. Mais on sent très bien qu'il y a une identification de Polanski à ce rôle-là. Et auprès de lui, il y a à la fois, puisque le film est tourné avec des capitaux américains, des acteurs américains de tout premier ordre, qui sont des acteurs mythiques. C'est Shelley Winters dans le rôle d'une... qui est à l'entrée de l'immeuble et qui est complètement revêche de mauvaise humeur en permanence. Joe Van Fleet, également Melvyn Douglas, qui avait été l'un des acteurs mythiques des années 30, partenaire de Garbo dans Ninotchka, mais aussi toute une bande venue du café-théâtre, c'est-à-dire Gérard Jugnot, Josiane Balasco, Michel Blanc, Bernard Fresson, Lila Kedrova, Claude Pieplu et j'en passe. Et puis Isabelle Adjani également dans un rôle tout à fait inhabituel pour elle à l'époque, d'une fille libérée qui est la seule qui a un regard attendri sur ce personnage qui est à la dérive, qui est complètement paranoïaque. Alors, l'un des intérêts, et on pourrait en parler pendant des heures, mais l'un des intérêts de cette ressortie chez Carlotta, c'est tous les nombreux compléments qu'il y a. Il y a en particulier une étude du film 32 minutes, faite par Samuel Blumenfeld, qui est exemplaire. C'est-à-dire que souvent, on a eu à se plaindre de présentations faites à la va-vite ou de présentations qui étaient absolument obtuses, qui se voulaient savantes et qui ne disaient rien. Là, c'est véritablement tout ce qu'on peut rêver d'avoir comme présentation de l'œuvre. Et également, l'intérêt de cette présentation de Blumenfeld, c'est qu'il insiste beaucoup sur l'identification de ce personnage à Polanski lui-même et le côté juif de Polanski qui fait que même, ou d'étrangers, qui même arrivant en France, il y a d'ailleurs une scène qui est tout à fait remarquable, où il a eu maille à partir avec ses colocataires, il va à un commissariat, il dit « je suis français ». « Ah oui, mais vous êtes naturalisé, vous n'avez pas un nom français, etc. etc. » Donc ça, c'est tout à fait intéressant. Et je dis bien, la présentation de Samuel Blumenfeld est remarquable. Il y a également on a repris une présentation faite par Polanski lui-même en 2024, où il revient sur la genèse du film. Il y a aussi une étude faite par Sam Daigan, c'est une dame qui met tout ce qu'il y a comme rapport entre ce film et le roman gothique. L'idée qu'une maison peut être un lieu de déséquilibre, de dérangement. Et puis, également, visite des lieux de tournage. Donc, véritablement, je voudrais en parler plus longtemps, mais je ne le fais pas. C'est un film essentiel à retrouver absolument, et dans la carrière d'un des grands metteurs en scène de ces dernières années, qui, pour toutes sortes de raisons que l'on connaît, ne tourne plus maintenant. Et alors, juste pour compléter ce que tu as dit, Pierre, ce qui est intéressant dans l'entretien, dans le bonus de Samuel Blumenfeld, qui est vraiment passionnant. Ah oui. Des choses que je ne savais même pas. Paraît-il, il faut savoir qu'en 1976, après les méga succès de Rosemary's Baby et de Chinatown, il avait carte blanche pour faire un petit peu ce qu'il voulait. Et il voulait déjà monter Pirate à l'époque avec Jack Nicholson et Isabelle Adjani. Il avait été prévu que ça soit ça. Malheureusement, ça n'a pas pu se faire. Le film se fera 10 ans plus tard avec notamment Walter Matthau. Film qui a été un four terrible et qui a conduit ça. Et puis le locataire fait aussi écho à presque une trilogie qu'on pourrait mettre avec Répulsion et Frantic. Rosemary's Baby et tout ça. Il y a une unité. L'appartement. Il y a de toute façon une unité dans toute l'œuvre de Polanski et je pense qu'il faut véritablement considérer que c'est un auteur complet et l'un des très grands cinéastes. J'ajoute une chose, c'est qu'à sa sortie, le film n'a pas été très bien accueilli.
et qu'il a été présenté à Cannes et ça n'a pas été un grand succès. Et il y a la sublime musique, je ne peux pas m'en empêcher, de Philippe Sard qui fait une apparition dans le cinéma. Quand ils vont voir un film de Bruce Lee avec Adjani, vous avez un spectateur qui est derrière. Et ben c'est Philippe Sard qui apparaît dans le film. Petit clin d'œil. Sard qui fera après la musique notamment de Pirates et de Tess, qui était très proche. Enfin, je pense qu'il est toujours de Roman Polanski. Le frère d'Alain Sard. Le frère d'Alain Sard, voilà, exactement. Allez, on continue à découvrir l'œuvre de Lalo Schifrin, le grand cinéaste argentin qui nous a quittés cette année. Alors là, toujours dans le magnifique coffret qu'a sorti Stéphane Le Rouge, vraiment un travail exemplaire, 17 CD dans ce coffret. Là, on vient d'écouter la musique de Minuit sur le Grand Canal. Alors, ça ne vous dit peut-être pas grand-chose. Film de 1967 de Jerry Thorpe. Alors, c'est pas un grand film. C'est des polars des années 60, un peu d'espionnage, comme il y en avait à l'appel à l'époque. Mais en tout cas, on retrouve encore toujours le style, le dynamisme de la musique de Lalo Schifrin qui a souvent donné du peps à des films qui en manquaient un petit peu. Et c'est le cas dans ce Minuit sur le Grand Canal. Donc, ce thème est à retrouver dans le coffret qu'a sorti Stéphane Le Rouge dans la collection Écoutez le cinéma, et on continuera dans les prochaines émissions à découvrir certains morceaux de ce génial compositeur. Allez, on continue les DVD, les Blu-ray, les sorties, et on continue avec Carlotta, qui est quand même l'un des éditeurs les plus présents en ce moment, avec 2 films hongkongais. Oui, alors hongkongais, même s'il est d'origine britannique, enfin il est britannique mais d'origine hongkongaise, Po Ching Long, qu'on connaît, moi, en recherchant un peu son parcours, et beaucoup de films qu'on ne connaît pas du tout, même ces deux-là, mais il y en avait un qui était sorti avec des acteurs anglais qui s'appelle La sagesse du crocodile dans les années 90 avec Jude Law et Timothy Spall, voilà. Je crois que c'était une sorte de mélo, un peu thriller, voilà. Et puis il a continué encore au milieu des années 2000 avec il a travaillé beaucoup pour la télé ou des films sortis directement en DVD, notamment avec Jean-Claude Van Damme ou Wesley Snipes, des films vraiment de vidéo, quoi, et notamment The Detonator, voilà, je crois que j'avais vu ça sur M6 ou un truc comme ça qui est vraiment nul. Et là, Carlotta sort 2 films donc, des années 80, au style très différent, même si dans chaque film, il y a plusieurs genres qui se confondent, qui se mélangent. Le premier, c'est Hong Kong 1941 de 84, qui est à la fois un film mélodramatique sous l'occupation japonaise. C'est peu de temps après Pearl Harbor, le Japon va envahir Hong Kong, donc on se passe en 41, comme le titre l'indique, et on va suivre un trio, à la fois trio
amical et trio amoureux. Une jeune fille qui s'appelle Nam, qui est une fille d'un riche négociant en riz, qui aura son importance dans l'intrigue, et qui va rencontrer deux personnages complètement différents, notamment Chow Yun-fat, qu'on connaîtra par la suite, nous, en France essentiellement, pour les films de John Woo, et puis il fera une carrière aussi aux États-Unis avec Tigre et Dragon, des choses comme ça. Puis comme tous ces acteurs-là, qui sont âgés maintenant, on ne les voit plus sur les écrans, et qui est un apprenti comédien, et qui va se lier d'amitié avec Nam, et puis un autre groupe de garçons, dont un personnage un peu voyou comme ça, qui essaye de voler du riz chez les négociants, parce que c'est une famille pauvre. Et ce trio va se composer, et au moment de l'arrivée de l'ennemi japonais, de l'occupant japonais, vont tenter de survivre à cette occupation-là, à la fois en semblant trahir les siens, et de collaborer avec les Japonais, mais en même temps devenir résistant. Et donc le film aussi, entre film d'action aussi par moments, on essaye de survivre. Il y a des scènes aussi avec des espèces de trafiquants, comme toujours dans le cinéma hongkongais, assez violentes, avec des partis pris formels assez forts. Et puis ce trio, le côté mélo, je dirais, entre tous les deux garçons sont amoureux de la même fille, et comment elle va choisir, qui va choisir, et ça, il faut voir le film pour découvrir la fin. Et tout le film est raconté du point de vue de Nam, qui, plusieurs années plus tard, décennies après, raconte cette histoire-là en 1941 à Hong Kong. Donc c'est un film à la fois mélodramatique, un film d'action, par moments assez léger, un peu comédie aussi, typiquement chinoise. Et puis on reconnaît, je dirais, puisqu'il était proche, en arrivant d'Angleterre à Hong Kong, de ce qu'on appelle la nouvelle vague hongkongaise, que ce soit Tsui Hark, Samong, qui est d'ailleurs producteur de ce film-là, ou Anne Mui, qui est une réalisatrice qui continue sa carrière, mais qui est dans un registre plus différent que Tsui Hark, qui est des films plus intimistes, mais qui raconte aussi l'évolution, j'allais dire de son pays, de cette enclave hongkongaise, puisqu'on est en 84, bien sûr maintenant, elle est ralliée à la Chine continentale, comme c'était prévu avec les accords anglais. Voilà. Donc c'est un film tout à fait passionnant, extrêmement bien réalisé, très énergique, très touchant, extrêmement bien dirigé. Franchement, c'est une belle découverte. Et son second film que Carlotta sort s'appelle The Island, qu'il a tourné en 85, donc un an après, qui est complètement différent. Il est un film, un sorte de survival, un film d'horreur. Et on voit bien les influences, même s'il ne le revendique pas vraiment, mais Tony Renz, dans les bonus, qui est un historien, le dit franchement, quand on voit les premières images des personnages qui vivent sur une île, là, dans le titre du film, on pense tout de suite à Massacre à la tronçonneuse. En fait, c'est un professeur qui, avec ses étudiants, décide d'aller sur une île qu'il avait visitée il y a une quinzaine d'années pour leur faire découvrir ce paradis terrestre, si je veux dire, à la fois un peu magique, magnifique par sa faune, sa flore. Et vit sur cette île un trio de garçons qui vivent seuls avec leur mère, donc un peu dégénérés comme ça, dont un qui a une sorte de béné, qui a un problème. Et cette famille la mère voudrait, hypothétiquement, se marier avec une femme qui serait vierge. Donc ils ont capturé une femme qui séquestre, qui est violente et tout ça. Ils vont mettre un mariage mais la mère va mourir. Et là, c'est le cataclysme. Et puis arrivent ces jeunes gens, alors complètement, je dirais, innocents, frais, tout ça, qui vont faire la rencontre au départ, comme dans Massacre à la tronçonneuse, tout se passe plutôt bien, jusqu'au moment, le jeune garçon un peu béné tombe amoureux d'une des jeunes filles du groupe et va vouloir la capturer pour en faire sa femme. Donc, un jeu de chat et de souris dans ce film-là. Et je trouve que le film, c'est vrai que si on peut y voir toutes les influences américaines, fait bien du film d'horreur, de survival, il y a quand même le style qui est très hongkongais dans l'approche cinématographique, dans les choix de position de caméra, des contre-plongées, les grands mouvements de caméra, ou même des fois quand on tombe d'un toit, on sent la violence du choc, comme on voit dans beaucoup de films de kung-fu notamment. Et le film arrive à mettre en parallèle ces deux mondes, c'est-à-dire ce monde un peu consanguin, qui vit en autarcie, et puis la civilisation de la ville de Hong Kong qui arrive sur cette île-là, et ces deux milieux se confrontent, se comprennent pas, parce que il y a aussi l'état ou la violence de la nature, parce qu'il y a un peu la notion de, comment dirais-je, de confrontation entre culture, qui serait la civilisation hongkongaise, et nature avec ces gens qui vivent sur cette île. D'ailleurs, on voit les personnes, un des frères d'ailleurs un peu violent,
il maîtrise vraiment la nature. Normalement, avec un serpent, il a un cobra, il arrive à la capturer comme ça sans se faire mordre. Donc, ouais, c'est quelqu'un qui s'est adapté à ce milieu-là, mais aussi de vivre en autarcie, deviennent complètement fous et ont des envies à la fois complètement folles et avec cette violence faite aux femmes. D'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que tous les garçons du groupe étudiant vont être décimés les uns les autres, alors que c'est que les filles, grâce au professeur, parce qu'il est un peu le responsable de ce qui leur arrive, va les aider. Mais c'est des femmes qui sont fortes dans le film, jusqu'à un final assez troublant au milieu d'une espèce d'étang, un arbre où il y a ces deux des trois frères qui sont morts à coups de couteau et tout ça, et il y a le troisième qui est presque invincible à un moment donné, il se bat avec le professeur, on croit qu'il meurt mais il ressort de l'eau, vraiment comme un film d'exploitation. Non, ce film est vraiment je trouve bien réalisé, bien fait, bien joué aussi par tous ces jeunes acteurs qui sont pas connus, par là, le professeur John Sham qui en fait est producteur, qui viendra après un grand exploitant aujourd'hui encore de salles de cinéma en Chine, donc qui est quelqu'un qui a su mettre ses billes au bon endroit. Et dans les bonus, donc il apparaît toujours Po Ching Long qui était invité en 2023 à Ouidina, un festival, où il est interviewé sur sa carrière, sur ce film-là, où il évoque, comme il le fait en 85, ce moment où apparemment Margaret Thatcher annonçait définitivement la rétrocession de Hong Kong à la Chine. Et donc, en faisant ce film-là, comme en faisant il voulait confronter deux cultures, deux mondes. Bon, c'est un point de vue. Bon, comme ça, quand on voit le film, c'est difficile de voir les parallèles politiques et voilà. Mais en tout cas, en l'état, c'est deux films que sort Carlotta, donc qui sont des raretés, puisque je pense même HK à l'époque ne les ont pas sortis. Les copies sont très belles, il y a vraiment une restauration. Les bonus, bon, c'est Po Ching Long qui revient sur sa carrière. Il y a Tony Renz, l'historien, qui revient aussi sur la carrière de Po Ching Long, en remettant les qualités cinématographiques de ce cinéaste, qui s'est perdu maintenant, comme beaucoup dans les DTV et tout ça. Mais franchement, c'est une belle découverte. Il y a un vrai style. Il sait raconter les histoires. Il dirige très bien les comédiens. Voilà, c'est deux petites découvertes, donc The Island 85 et Hong Kong 1941 de 95 de Po Ching Long chez Carlotta. Merci beaucoup Frédéric. Allez, je vais passer au film Les Amis d'Eddie Coy qui sort pour la toute première fois en France grâce à Jean-Pierre Vasseur et à Rimini Éditions. Et j'irai pas par quatre chemins, comme tout à l'heure avec Pierre, on en parlait du Locataire, chef-d'œuvre absolu pour moi. Deuxième vision du film, j'avais eu la chance de pouvoir le voir une première fois dans une espèce de DVD un peu pirate qu'on pouvait trouver sur le net et qui était un peu le seul moyen de voir ce film, qui est totalement méconnu sur la carte du polar américain, du néo-polar américain, qui va vraiment exploser à la fin des années 60. Et c'est vrai que si on regarde de près un film comme Le point de non-retour de John Borman, 1967, est un petit peu le début de cette vague de polar urbain qu'on a appelé, qui va donner donc un certain nombre de grands films. Je pense à Police sur la ville de Don Siegel, je pense à Bullitt du même Peter Yates, je vais y revenir puisque c'est le même auteur, mais aussi à L'Inspecteur Harry, à French Connection, aussi à la vague du cinéma paranoïaque qu'on a connu à travers les films de Pakula, comme Clute ou À cause d'un assassinat. Vraiment une période assez exceptionnelle du polar aux États-Unis, qui va, on va dire grosso modo entre 67 et moi je la pousse à peu près jusqu'en 75 avec Un après-midi de chien qui est vraiment aussi un film exceptionnel. Alors ici, le film de Peter Yates joue les contre-emplois. C'est pas du tout le polar auquel on va s'attendre. C'est pas le film qui va nous proposer une course de voitures exceptionnelle comme on l'a vu notamment dans Bullitt ou dans French Connection. Non, c'est autre chose, mais je vais y revenir. Alors, ce film est signé d'un cinéaste anglais extrêmement important qui s'appelle Peter Yates, qu'on avait découvert en France, nous, grâce à un film qui s'appelait 3 milliards d'un coup, Robbery, qu'on avait chroniqué dans cette émission et qui est ressorti dans la collection Mac My Day de Jean-Baptiste Thoré, qui est un pur film de casse à travers un train entre Londres et Glasgow, et qui est une vraie réussite. Et c'est en voyant ce film, d'ailleurs, que Steve McQueen a appelé Peter Yates pour tourner Bullitt, qui a été tourné à San Francisco en 1968 et qui est devenu un petit peu un modèle du genre, un film incontournable vraiment de Peter Yates. Par la suite, il va faire d'autres films intéressants. Moi, j'aime beaucoup Les 4 Malfrats avec Robert Redford, qui a été tourné à New York. Bon, Les copains d'Eddie Coy, je vais y revenir, qui est le chef-d'œuvre absolu. Et un autre film sur lequel
il faut s'arrêter, c'est La Bande des Quatre, qui est un film merveilleux qu'on avait pu revoir au Cosmographe. Très beau succès d'ailleurs en salle, ici à Toulouse. Film qui mériterait d'ailleurs de ressortir sur un support physique. Très étonnant ça soit toujours pas fait, mais je pense que ça va se produire. Par la suite, alors des films que moi, L'Œil du témoin, je suis moins fan avec Sigourney Weaver, film que je trouve qui a pas très bien vieilli. L'Habilleur, que j'aimerais beaucoup revoir, que j'ai vu il y a 25 ou 30 ans avec Albert Finet. Krull. C'est un petit peu difficile. Et puis dans les derniers, il y a Suspect dangereux, Une femme en péril, très bon film. Et Une femme en péril, avec oui, Jeff Daniels, effectivement. Moi j'aime beaucoup. Qui sont deux polars de la fin des années 80, qui sont tout à fait honorables. Alors, Ses amis des decoys, c'est tiré d'un livre extrêmement important. L'auteur, il s'appelle George Higgins. George Higgins, il a été avocat, procureur de la République. C'est quelqu'un qui était sur le terrain et qui a passé à l'écriture. Et en fait, Les amis des decoys, ils sont premier roman qui va sortir en février 72 et qui va très vite devenir un best-seller, un livre qui va beaucoup se vendre. Et alors, j'ai appris tout ça dans l'excellent petit livret qui accompagne le DVD, qui a été écrit par Christophe Chapiada, que le livre est devenu une espèce de Graal pour un nombre incalculable de grands auteurs de polars américains. Pour citer les plus importants, il y a Denis Lalanne, il y a Elmore Leonard, il y a James Ellroy, par exemple, qui vraiment... On dit à quel point ils sont redevables au livre, à quel point le style Higgins, qui est basé uniquement sur des dialogues, les ont absolument marqués. Et puis l'autre point fort du film, c'est le lieu où a lieu l'action, c'est Boston. Boston, c'est une ville un petit peu à part, qui a ses règles, avec une grosse communauté irlandaise, avec beaucoup de trafic d'alcool, de drogue. D'ailleurs, il ne faut pas se tromper, Scorsese avait fait Les Infiltrés à Boston. Eastwood avait aussi tourné... son film à Boston qui était tiré de Denis Lalanne, dont j'ai oublié le titre, Mystic River. Voilà. Donc c'est une ville un petit peu à part, qui a ses codes, qui a ses règles. Et d'ailleurs, grâce à la super photo de Victor Kemper. Alors Victor Kemper, c'est le grand directeur de la photo. C'est lui qui avait fait Husband de Cassavetes, c'est lui qui avait fait Le Flambeur aussi, ou alors Un après-midi de chien. Ils arrivent à filmer cette ville dans un espèce de bleu, vert, gris, qui est assez exceptionnel. Une ville où on a l'impression qu'il fait toujours froid, couvert, poisseuse. Et c'est très, très bien rendu d'ailleurs par la mise en scène de Peter Yates, qui est vraiment absolument excellente. Et ça, c'est un point très important à mettre au crédit du film. Alors, Les amis des decoys, en fait, ça va nous raconter les petits deals dans le milieu, dans le sérail, des truands, des types qui veulent s'en sortir, étroitement liés, bien sûr, avec la présence de la police. Donc, tout ça se mélange, Et c'est vrai que d'entrée, on est surpris par la qualité des dialogues qui nous frappent directement. En fait, on va suivre le personnage de Eddie Finger, alors qui est joué par un Robert Mitchum, qui est au sommet de sa carrière. Je m'arrête un instant. Peut-être son dernier très, très, très grand film à Robert Mitchum. Je ne vais pas revenir sur la carrière énorme de cet acteur, que ce soit La Nuit du Chasseur ou L'Aventurier du Rio Grande. Il a fait un nombre de films incalculable. Il a fait d'ailleurs lui-même beaucoup de films noirs aussi. Il a fait lui-même aussi de la prison pour détention de marijuana dans sa jeunesse. Donc, un personnage tout à fait attachant et incroyable. Et Mitchum joue un Eddie Finger, un espèce de personnage désabusé, qui a du mal à boucler ses fins de mois, qui veut essayer de faire vivre sa famille. Il vit dans un petit pavillon avec sa femme et ses 3 enfants. Et il a au-dessus de la tête une condamnation qui va pas tarder à lui tomber dessus, parce qu'en fait, il a traficoté avec des revendeurs d'alcool et logiquement, il doit donc être incarcéré pour subir une peine de 2 ans, 3 ans de prison. Et tout le long du récit, il va essayer d'échapper un petit peu à cette condamnation et il va même finir par devenir une balance. Mais on s'aperçoit que dans le monde de George Higgins, la frontière entre ceux qui balancent et ceux qui balancent pas, elle est extrêmement poreuse, et tout ça est magnifiquement montré dans les échanges et dans les interactions des personnages. Vous avez aussi un personnage que j'adore, et on voit à quel point le film a marqué toute une génération de cinéastes, c'est
le mec avec qui Eddie Finger traficote, qui s'appelle Jackie Brown dans le film. Donc petit hommage bien sûr qu'a fait plus tard Tarantino dans son film, qui est joué par un acteur qui s'appelait Stephen Kitt. Alors Stephen Kitt, vraiment, on a la chance d'en parler un petit peu. Il est complètement oublié. Il s'est suicidé en 1996 à l'âge de 45 ans. Mais c'est un mec qui avait joué dans plusieurs films. Notamment, il jouait le rôle du policier dans Un justicier dans la ville aux côtés de Bronson. Mais il a surtout fait beaucoup pour la télé. Et il avait une gueule typique du truand des années 70 qui colle merveilleusement bien à l'univers d'une ville comme Boston. Et dans le film, il est tout à fait excellent. Vous avez aussi Peter Boy. On peut s'arrêter aussi sur Peter Boy, qu'on a connu à travers Frankenstein Jr. de Mel Brooks, mais qui a aussi une vraie carrière d'acteur. Il suffit de revoir le Joe, le superbe film où il est génial, en espèce de justicier comme ça, qui va s'ériger contre les injustices du monde dans lequel il vit. Et il est génialissime dans ce film. Une autre pépite d'ailleurs des années 70. Vous avez l'acteur Ronnie Jordan aussi qui joue dedans, qui nous a quittés trop vite, qui joue le rôle du flic, David Foley aussi, qui est absolument génial dans le film. Donc tous ces personnages sont extrêmement bien écrits, travaillés, parce qu'il y a un roman de George Higgins qui a proposé des choses absolument incroyables. Vous avez aussi une musique de Dave Grusin qui fera plus tard la musique des 3 jours du Condor, qui est absolument géniale. Il vient de la blague, de la soul music. Dave Grusin, c'est un très grand arrangeur, à l'image d'un Lalo Schifrin, et il apporte vraiment une touche incroyable. Et puis, il y a le savoir-faire et la science et la mécanique de la mise en scène de Peter Yates, qui est absolument génial, où tout est désamorcé dans ce film. Ne vous attendez pas à une grande scène de poursuite de voiture, elle n'aura pas lieu. Elle débute, mais elle s'arrête très vite. Et puis, tout est construit comme ça dans ce film où il n'y a que des perdants, des losers, des types qui essayent de sauver leur peau. C'est un véritable chef-d'œuvre pour ceux qui ne le connaissent pas. C'est un film qui était très rare. Ça vous permet de mieux comprendre aussi ce qu'a été la période du polar aux États-Unis à ce moment-là, ce qu'on a appelé bien sûr le polar urbain, période absolument magique, incroyable, avec des films qui vieillissent extrêmement bien. On n'a qu'à voir la qualité du cinéma américain aujourd'hui, des polars américains aujourd'hui. On pleure un petit peu quand on sait qu'il y a eu ces taches d'or absolument incroyables. Dans les bonus, c'est le Graal absolu, parce que Jean-Pierre Vasseur a bien fait les choses. 2 éminents spécialistes du genre. Vous avez Jean-Baptiste Toré, incontournable quand il suffit de parler du Nouvel Hollywood. Et puis Samuel Bloomfield, qu'on retrouve aussi, qui a été très occupé en ce moment. Donc c'est un échange à couteau tiré entre les deux qui dure 49 minutes, où chacun y va de son analyse pertinente, et comme tu le disais si bien Pierre, qui nous amène sur des pistes et des réflexions qu'on n'avait pas forcément vues. Moi, à la deuxième vision, j'ai trouvé le film encore meilleur que la première. Donc, et j'ai même relu ce que disait Tavernier Coursedon dans 50 ans de cinéma américain en 1991, et ils ne s'étaient pas trompés. Ils sont d'une justesse incroyable, misant tout sur le dialogue et sur la façon dont Peter Yates a mené ce projet. C'est un chef-d'œuvre. Merci à Jean-Pierre Vasseur et Rimini Éditions d'avoir sorti ce très, très, très beau polar que je vous invite à découvrir. Mon cher Pierre, on va finir avec de la peinture. Je sais que c'est un sujet que t'aimes, qui te touche particulièrement, mais des fois, ça fait pas mouche. Eh bien, ça ne fait pas mouche. C'est-à-dire que j'ai vu L'Énigme Velasquez, qui est un film qui a été réalisé en 2024 par Stéphane Sorla, que publie Carlotta. Et je dois dire ma très, très grande déception. C'est un film vide, c'est un film prétentieux. Alors, je reprends ce qu'en dit la presse, ou plutôt le document que nous avons en main. Guidé par le fil symbolique de l'eau, métaphore du mouvement et de la réflexion, le film traverse les siècles et les continents, mêlant avec audace récits d'historiens, interprétation contemporaine et méditation sur l'héritage universel d'un maître inégalé. Je veux bien. Résultat, nous avons un fouillis où on passe d'un peintre à un autre, d'un spécialiste à un autre,
d'un historien à un autre, c'est-à-dire que dans ce film qui est censé s'intéresser à Velázquez, l'un des grands peintres de l'histoire de la peinture, et qui n'est pas resté, comme on le dit également, en marge de la mémoire collective, puisque c'est une référence de tous les temps, mais on passe de Dali à Picasso, de Picasso à Goya, à Sorolla, à Élie Faure, à Michel Foucault, à Marcel Duchamp, à Manet, dans tout un jeu de rapprochements qui sont présentés à la hâte. Il y a plusieurs conservateurs de musées qui interviennent également, des critiques d'art, des philosophes, toujours aussi flous dans leur approche. Rien de linéaire, rien d'historique. C'est une sorte de vagabondage autour d'un grand peintre et jamais nous n'avons des indications précises qui sont données ni sur ce qu'a été sa vie, ni sur ce que sont ses tableaux. Si bien que quand on voit ce film, on a une sorte de sentiment de frustration. C'est un zapping prétentieux qui jamais ne s'intéresse de près à l'analyse d'un tableau et qui jamais ne nous dit ce qu'est véritablement l'originalité, la touche de Velázquez. Et Dieu sait qu'il y a eu beaucoup d'études qui ont été faites sur ce peintre. Alors, si on veut mieux connaître Velázquez par le biais d'un DVD, je conseille qu'on voit plutôt un film qui avait été édité par Arte Éditions, film de Karim Eynous, qui s'appelle Diego Velázquez ou le réalisme sauvage. Voilà, je suis sévère, mais vraiment, pour un peintre que j'aime beaucoup, rarement j'ai été aussi déçu par cette sorte d'approche qui va dans tous les sens et où quelqu'un qui débarque dans l'étude de la peinture ne trouvera jamais ses marques. Bah écoute, ça arrive des fois. Donc ça sort chez Carlotta. Chez Carlotta. Bon, c'est bien de le sortir, c'est toujours intéressant. On ne peut pas critiquer un éditeur de présenter des films, d'autant plus que il n'y a pas, ça ne va pas faire un tabac, soyons clairs. Mais là, j'ai été vraiment très surpris par cette sorte de vagabondage. On ne sait pas où on va. Ok, Carlotta d'ailleurs, Pierre qui annonce la ressortie donc du film de Lanzmann, le Shoah. Voilà, donc on va très intéressant. avec des nouveaux films, ils font un travail absolument énorme là, donc ça va sortir fin novembre, début décembre. On y reviendra certainement, mais c'est... Et entendons-nous bien, je ne critique pas la sortie de ce film, et qui a eu d'ailleurs, semble-t-il, un bon accueil critique, mais c'est plutôt un spectateur lambda, même un spectateur un peu plus que lambda, et je crois l'être, n'y trouve pas son bien. Allez, quelques annonces avant la fin de cette émission. Il me reste quelques minutes pour vous annoncer que La Chevauchée Fantastique, le chef-d'œuvre de John Ford, va ressortir en Blu-ray, mais un vrai Blu-ray cette fois-ci. Pas vraiment ce qu'avait fait Lobster il y a quelques années où franchement le Blu-ray était nul. Donc là, ça va sortir accompagné d'un livre avec en bonus, c'est Noël Simsolo qui est quand même un grand Fordien qui va s'y coller. Donc ça sortira là à la fin de l'année. Et vous avez aussi Le Danger Diabolique. Je vous en ai beaucoup parlé du grand film de Mario Bava. Ça y est, ça sort avec un livre aussi, certainement signé Marc Toulek, qui a beaucoup écrit dans Mad Movie. Ainsi que Le Dernier Monde Cannibale aussi, qui sort, qui a été chapeauté par le cinéaste Christophe Gans aussi, qui interviendra sur ce DVD qui va sortir. Autre info importante chez nos amis d'Artus Film, on va bientôt en parler parce qu'on va bientôt parler du coffret Bigis Luna, notamment avec notre invité qu'on devrait recevoir, Maxime Lachaud, qui a beaucoup travaillé sur la sortie de ce coffret. C'est des nouveaux films de Eloy de l'Ecclesia. Alors j'en avais beaucoup parlé de ce cinéaste. Donc là, il y a des nouveaux films qui sortent. Ça veut dire qu'Artus continue son travail, et son travail sur l'Espagne notamment, avec Personne n'a entendu crier, qui est un film de 73, totalement invisible en France, et un film plus récent du début des années 80 qui s'appelle Le Buraliste de Valesca, qui va sortir aussi. Donc ça, c'est
encore une fois un travail remarquable qui est signé d'Artus et la chance aussi en France, puisque ces projets sont soutenus aussi par le CNC, de voir débarquer ces films rares. Et puis je vous l'avais dit, mais je vous le redis, je vous le redirai jusqu'à ce que ça sorte, parce que ça c'est un chef-d'œuvre. Je reviens toujours pas que Carlotta a annoncé la sortie du film de Paolo Cavara qui s'appelle La Tarentule au ventre noir, qui est un dialogue magnifique, qui sortira en 4K et en Blu-ray aussi. Je vous rappelle, avec Claudine Augier dans leur collection Prestige. Donc ça aussi, ça sort chez Carlotta. Voilà, cette émission touche à sa fin. On va se quitter, bien sûr, avec Lalo Schifrin. Je vais remercier, bien sûr, Manu qui nous a fait la technique. Et on se retrouve, bien sûr, la semaine prochaine sur les ondes de Radio Radio.